Alors bonjour à tous, bienvenue sur zeliefx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. Vincent Kahn pour vous retrouver. Le point sur les indices boursiers américains, le point sur le dollar américain et sur un chiffre attendu aujourd'hui, alors de second rang par rapport à tout ce qui est attendu cette semaine. Les chiffres dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. Un chiffre qui va sortir à 16 heures mais sur lequel on ne va pas se concentrer. Je ne pense pas que cela va créer beaucoup de volatilité. Non, on va se concentrer sur déjà les grands rendez-vous de la semaine, bon, que vous connaissez je pense maintenant, mais je vais rapidement les rappeler, notamment la Réserve fédérale mercredi, mais ce n'est pas forcément l'événement le plus important de la semaine. Les indices US qui approchent de leur sommet historique, on va parler des trimestriels aux États-Unis. Et puis sur le marché des changes, un mouvement qui prend un peu d'ampleur, et qui passait assez inaperçu, c'est le mouvement du GBP USD. Alors il y a une remontée de la livre sterling en avril, et aujourd'hui quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis le début de l'année, les positions short dépassent les positions longues, alors que le cours remonte. Donc je pense que là, techniquement, on a croire au potentiel de remonter du câble avant les résultats du référendum donc au Royaume-Uni. Quelque chose comme 1,47 $. Je n'irai pas jusqu'à dire 1,50, mais 1,47, ça me paraît probable. Donc, on va parler de tout ça. Et voilà, bonjour à tous, ainsi Stéphane et notre Sébastien National. Bon alors, les statistiques du jour, on s'en fiche en l'état. Voilà, l'immobilier résidentiel neuf, peu importe, c'est pas la statistique qui compte, donc on va pas perdre de temps. On va aller droit au but. Euh, sur l'agenda macroéconomique, on en a parlé ce matin, il est énorme cette semaine, gigantesque tant sur le plan des entreprises, de la macro que des banques centrales majeures. Je vous invite à regarder par vous-même le calendrier, notamment celui de Deliefix qui fait la synthèse de la macro. Pour les indices boursiers américains, toujours en plein, alors on a à peu près un tiers de la saison des résultats trimestriels, 82% des entreprises du S&P 500, selon Bloomberg, ont publié un bénéfice supérieur aux attentes. Donc forcément, ça alimente aussi la reprise. Attention par contre, rappelez-vous la semaine dernière, les statistiques macroéconomiques aux États-Unis, elles étaient toutes décevantes. L'inflation en dessous du consensus, surtout le PMI manufacturier, en première estimation pour mars, qui est ressorti à 50,8, ce qui limite donc pour le moment le potentiel de hausse du dollar américain. Il y a clairement un scénario qui semble s'installer, qui me semble beaucoup trop consensuel. C'est ce scénario d'explosion haussière du dollar US depuis un support majeur, ce qui est possible, mais ce qui est loin d'être acquis, et on en a beaucoup parlé ce matin, et on va en reparler. Et on va en reparler tout de suite, et ensuite on attaque le GBP. Alors, je réduis quelques fenêtres, parce que sinon je sens que tout va couper, donc hop, voilà, ce sera bien mieux comme ça. Donc, première chose, le dollar US. Allez, il ne faut pas que ça coupe. Ça a l'air de tenir, donc tout va bien. Voilà. Alors, il est sur un énorme support le dollar US. C'est le niveau de support d'octobre dernier, mais pas seulement. On s'est déjà repris 6 ou 7 fois dessus. Et on est dessus depuis, allez, mi-avril. Depuis que l'eurodoll a tapé un 14,60 en gros. Et depuis, donc, voilà, il y a des scénarios de forte hausse du dollar US qui pour l'instant ont en partie raison et en partie tort. En partie raison pourquoi? Parce qu'on tient le support. Et en partie tort pourquoi? Parce que par le passé, on avait des rebonds impulsifs sur ce support et que cette fois-ci, on a simplement un range. Alors, double bottom pour l'instant, non, parce qu'on n'a pas dépassé les 95,20 points sur cet indice US Dollar Index qui pondère à 54% l'eurodoll. Biseau ascendant avant de casser le support majeur, oui et non. Oui parce qu'il y en a à la forme chartiste qui peu à peu se développe. Non parce qu'on n'en est pas sorti par le bas. Donc en l'état, c'est pourquoi moi je modère clairement les ardeurs trop haussières sur le dollar US qui peuvent être une réalité si on a un communiqué de presse de la Fed incisif ou encore d'ici là des statistiques euh, positives pour l'économie américaine. Mais franchement, la semaine dernière, je trouve que c'est quand même passé assez inaperçu, mais le PMI manufacturier, qui est quand même un des rares indicateurs avancés sur lequel le marché se fonde, et souvent même crée des tendances en s'appuyant uniquement sur ces indicateurs avancés, il était très décevant et proche même de basculer sous 50. Donc quand même quelque chose qui va peut-être inviter la Fed à nouveau produire un communiqué pour faire baisser le dollar US. On verra bien mercredi à 20 heures.
D'ici là, que nous disent les paires majeures? Alors la première dont je souhaite vous parler, c'est le GBP/USD. Alors je vous en parle déjà depuis le début du mois d'avril parce que je voyais cette tendance à remonter du câble et surtout le fait que les 1,44 $ avant résistance ne soient pas vendus. Et puis donc vendredi on clôture à 1,4399. Donc j'avais pas d'éléments pour envisager davantage de hausse. Ce matin gap haussier. Et finalement donc le marché semble dépasser significativement les 1,4400 à moins de reverser et de clôturer en dessous ce soir. C'est quand même bien parti pour progresser davantage sur le GBP/USD. Il va falloir un peu quelques séances pour que les moyennes mobiles reprennent une pente ascendante, ce que commence à faire MM20 jours. Ça c'est intéressant. Ce qui me plaît aussi, c'est l'extraction haussière du RSI D1 du câble au-dessus des 50. Il semble clairement prendre la direction des 70. Peut-être même sorti par le haut de cette espèce d'oscillation autour de 50. Ça c'est l'aspect momentum positif. L'aspect prix, vous le constatez par vous-même. 1,44 support, qu'est-ce qu'on peut envisager sur le câble? Pourquoi pas aller chercher un 47? Pourquoi pas? Autre chose qui là pour le coup est significatif. Alors ça c'est tout chaud, c'est des datas qui datent d'il y a 1 heure environ. Vous avez donc depuis le début de l'année les positions short et les positions à l'achat des traders particuliers chez FXM dans le monde. Et pour la première fois depuis janvier dernier, alors que le prix remonte, les positions short croisent à la hausse les positions longues. Donc ça c'est pas anodin, d'autant plus qu'on a ouvert ce matin un trou de cotation, alors qui est certes déjà comblé, mais qui a quand même permis de dépasser 1,44. Donc il y a quand même de plus en plus d'éléments en faveur d'une remontée du GBP/USD, qui corrige probablement les excès de vente dus à un marché qui s'est mis sérieusement à craindre au Brexit. Et en fait, depuis le début du mois d'avril, on a des personnalités influentes qui cherchent vraiment à agir sur le citoyen britannique qui votera le 23 juin. Donc je ne vais pas m'enflammer, mais je vais vous dire une chose. Si ce soir, le GBP/USD confirme la cassure des 1,44, on va dire une clôture à 1,44 60-70, eh bien j'y crois. Et je viserai derrière 1,46 70, donc environ 200 pips de plus, si ce marché confirme le dépassement des 1,44. Alors ensuite, d'un point de vue chartiste, on peut aisément tracer quelques lignes de tendance qui accompagnent ce trend qui permet donc au marché de sortir par le haut de cette configuration triangulaire. On va quand même jeter un œil au volume, voir si lui est significatif. Alors, ça fait partie aussi l'utilisation du volume de la méthode d'analyse, d'ailleurs dont je vous referai un résumé vendredi prochain dans la conférence en ligne. Bon, alors ça par contre on n'a pas de... Non, il n'est pas réellement plus significatif. Il y a eu une légère poussée, mais c'est pas significatif. Donc voilà, on ne peut pas là se servir du volume pour dire qu'il y a une cassure haussière qui est extrêmement forte, mais c'est un mouvement de reprise qui justement pour cette raison est passé assez inaperçu parce qu'il a été très très progressif, mais finalement en avril on en est déjà à 500 pips de hausse sur le GBP/USD et de manière très lente les positions short se sont mis à rejoindre les positions longues et depuis ce matin les ont croisées à la hausse. Et donc finalement ce petit rythme de croisière qui est parti de 1,40, eh moi j'ai le sentiment que ça peut se prolonger jusqu'à 1,47. Après à 1,47 on va se calmer. Alors voilà donc pour le GBP/USD. Euro-dollar, alors l'euro-dollar c'est la même chose si on part du principe que l'US dollar index construit un biseau ascendant ou simplement un range au-dessus d'un support majeur et sans pour l'instant valider une figure de creux. On peut aussi partir du principe que l'euro-dollar ne fait que consolider sa hausse créée entre 1,08 et 1,1450 avant de repartir à l'assaut de la résistance. C'est pas gagné encore, il y a un début de contradiction de momentum. En réalité, je ne vais pas écarter non plus l'impact baissier de la séance du 21 avril qui était du fait de la Banque Centrale Européenne lorsqu'elle a annoncé les détails de son programme d'achat de titres d'entreprise qui commence en juin prochain. Mais ce qui serait positif comme signal technique, c'est de dépasser le niveau des 1,13 $. Et là, je pense que d'une part, on aurait eu une entre guillemets fausse cassure des 1,60, mais surtout, là aussi, peut-être un scénario en biseau descendant, quelque chose qui peut permettre d'envisager un nouveau test d'un 14,50. En fait, il n'y a pas de débat sur l'euro. L'euro qui, malgré toutes les nouvelles mesures de la BCE, ne chute pas depuis le mois d'avril. C'est plutôt le dollar US. Tout va dépendre de la Fed, donc les graphiques c'est bien beau, mais à un moment ou à un autre, la Fed fera son choix, et derrière, eh bien, tous ces graphiques feront eux aussi leur choix technique.
Donc on verra bien. Euh, je me souviens moi du dernier communiqué de la Réserve fédérale. Euh, bon, il faut savoir qu'au sein du FOMC, Madame Janet Yellen n'a pas plus de voix qu'un autre membre du FOMC. Mais en tant que gouverneur de la Banque centrale, elle a une sphère d'influence qui est forte, qui est plus forte qu'un autre membre votant du FOMC. Et on peut envisager que si elle agit à nouveau de tout son poids, elle pourrait faire en sorte que le communiqué liste tout un tas de risques, comme la dernière fois, et qu'au final, cela mette la pression sur le dollar US en abaissant les probabilités de relèvement des taux en juin et en septembre prochains, voire en les réduisant à zéro. Parce que mercredi, là, la probabilité de voir la Fed relever ses taux, c'est proche de zéro. Mais ça fait même pas débat, la réunion de mercredi prochain. Le marché se projette déjà sur juin et voire même potentiellement sur septembre prochain. C'est ça qui les intéresse. Donc, l'eurodoll, je ne vends pas un 12,60. Certes, c'est une résistance, mais si le marché avait voulu chuter, il l'aurait déjà fait. Alors vous allez me dire, c'est ce que je répète depuis 2 semaines, et ça n'arrête pas de baisser. Oui, mais ça n'arrête pas de baisser, mais je pense que si les vendeurs de l'euro-dollar sont aussi déchus, parce que c'est pas une chute verticale. C'est un mouvement qui est difficile dans les deux sens d'ailleurs. Dans les deux sens. Techniquement parlant, si on redépasse un 12,60, on va chercher un 13, derrière on peut remonter, carrément chercher cette oblique. Mais c'est un peu comme l'US dollar index, c'est un range sur support majeur pour l'US dollar index, sous résistance majeure pour l'euro-dollar, les 1,1450. Il y a eu un rejet, le marché a baissé, l'US dollar index a remonté, mais on n'a pas eu non plus, comme à l'époque, sur l'euro-dollar, lorsqu'on échouait sous 1,1450, une chute vers 1,05, même un indice. Donc je nie pas qu'il y a eu une phase baissière, mais je continue de modérer les ardeurs baissières parce que je pense qu'à tout moment elles peuvent être prises à contre-pied. USD Yen, le marché n'a pas bougé depuis ce matin, tentant de démontrer le nouveau rôle de support des 111, mais ça semble difficile. Alors difficile, oui et non. Difficile du point de vue déjà du RSI. J'aime pas du tout le RSI journalier de l'USD Yen. Nouveau sommet, on dépasse les 50. Le marché n'a pas franchi toutes ces résistances qui constituent ces sommets sur le RSI. Ça s'appelle presque une divergence baissière cachée en données journalières. Autant vous dire que si on réintègre les 111, c'est violent. Mais aucune stratégie cette semaine sur les paires en yens, alors qu'on attend la Banque centrale jeudi prochain. Finalement, on parle beaucoup de la réserve fédérale, mais j'ai le sentiment que cette semaine, le marché, il attend surtout la Banque centrale du Japon. Donc, je regarde tranquillement l'USD Yen faire sa vie, et je n'ai rien du tout à vous proposer. Par contre, éventuellement, ceux qui le tradent ou l'ont tradé ou souhaitent le trader, eh bien, il y a un niveau, c'est 111. Autant vous dire que ce marché a intérêt à le tenir, sous peine de rebaisser en direction des, je sais pas, 110 potentiellement. Donc, il faut tenir 111. Et depuis ce matin, on tient 111, sans non plus accélérer. AUD-USD et NZD-USD, le piège, alors le piège, je sais pas, peut-être pas pour tout le monde, le piège en tout cas dans lequel je suis tombé à pieds joints la semaine dernière. Forte hausse lundi, mardi, mercredi, les matières premières, bref, le monde semblait parfait pour la UD-USD, le NZD-USD, avant un violent contre-pied jeudi et vendredi, suite aux déclarations de la Banque populaire de Chine souhaitant ne pas alimenter une bulle financière, donc forcément le marché en déduit que derrière la Banque centrale ne va pas repartir en mode no limite dans son action pour soutenir l'économie réelle et les marchés. Donc ça a bien rebaissé, mais voilà, là aussi je me dis que cette semaine, on va pas forcément raisonner face au dollar australien, au dollar néo-zélandais. Alors c'est faux pour le dollar néo-zélandais, puisque parmi les banques centrales majeures, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande rend une décision de politique monétaire mercredi à 23h. Mais je pense que le marché va surtout se positionner sur le dollar US. Laissez-moi vous montrer deux choses. La première sur l'AUD-USD en cours de clôture journalier. Le marché n'a pas cassé de support. Le premier support journalier en cours de clôture est à 76,80. Par contre, je ne propose pas de stratégie longue tant que le RSID1 n'est pas venu chercher 50. J'avais déjà eu cette approche à l'époque, et c'est justement lorsque le RSID1 était venu chercher ses 50 que le marché avait formé un creux. Donc je vais me montrer patient et je vais simplement positionner sur ce graphique le support à 76,80. Et maintenant le taux de change qui fâche, enfin en tout cas qui m'a fâché, le kiwi dollar.
et on l'attaque tout de suite en toute transparence. C'est parti. Alors le kiwi dollar, voilà, ça c'est son histoire de la semaine dernière. Et au final, bon, toujours facile avec le recul, hein. Il y avait un argument chartiste pour envisager ce scénario, mais peut-être pas cette violence quand même de retracement. Alors, ça fait plusieurs mois, environ 7 mois, que le NZD-USD évolue dans un range sous 0,69. Et puis en début de semaine dernière, avec du volume, alors qui n'était pas non plus énorme, mais du volume, et un mouvement général sur les devises Como, cassure des 0,69. Et on se retrouve donc 2 jours plus tard en séance à 0,70-70. Donc 170 pips d'amplitude de cassure, un engouement sur les devises Como. Bon, ça sent bon sur le plan de chartiste et on peut à ce moment-là envisager une intervention sur retracement. Alors moi j'avais quand même observé que par le passé le taux de change retraçait fortement. C'est pour ça que je me suis intéressé à 61,8 de retracement, ce qui nous donnait une zone de prix sur du 69,30, 69,40, ce qui était quand même un gros retracement. Alors on est retombé dessus, on a tenu quelques heures et on a tout breaké avec un reverse sur les devises Como, mais essentiellement celui-ci, le NZD-USD. 3 séances consécutives de hausse, 3 séances consécutives de baisse, retour à la case départ, comme au Monopoly. Alors au final, le marché est revenu sur 0,6823, qui était le précédent support. Peut-être que là où j'ai ignoré un facteur technique, c'était ce canal à faible pente. En fait, le marché est allé chercher et est allé retomber. Et si finalement on prend le taux de change depuis le début de l'année, eh bien on est coutumier sur cette parité de ce type de mouvements, qui sont très souvent d'ailleurs trop des retracements à 100%. Le marché nous avait fait le coup ici entre fin février et début mars, a refait le coup la semaine dernière. Le RSI se repose sur 50 en données journalières. On va peut-être dériver à plat, revenir chercher le bas de canal, je sais pas. J'ai plus de stratégie à vous proposer, parce qu'on est revenu tout en bas, donc forcément c'est invalidation. Ça va dépendre de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et de la Fed. Tout va se passer sur ce taux de change. Mercredi, entre 20h et 23h, l'intervalle de la peur, en tout cas de la volatilité sur ce marché, avec d'abord l'USD et puis la dollar néo-zélandais à 23h. Alors que la session US passe le témoin à la session asiatique, autant vous dire que c'est une période où il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc c'est probablement sur ce créneau-là qu'il va falloir être prudent sur la vol que pourrait balayer le prix. Donc il faudra faire attention, quoi. Le taux de change USD CAD. Toujours baissier l'USD CAD, il n'y a pas photo, hein. Ça n'a jamais été haussier. Enfin, ça l'a été à une époque, mais c'était l'année dernière. Cette année, non. Le cours toujours sous sa première résistance à 1,2749. RSI D1 entre 30 et 50. MM20 baissière qui va bientôt tomber sur les cours. Au-delà du dollar US, c'est le pétrole qui, après avoir résisté à l'échec à Doha, a finalement dépassé des résistances. Donc ça soutient toujours le CAD. Voilà pour le FX. Donc je regarde votre toute première question. Alors donc, bonjour Sébastien, rebonjour. Donc avec beaucoup de graphiques sur le GBP USD, donc moi je vais remettre le mien puis je vais poster le tien. Donc le GBP USD. Où est mon chart du GBP USD? Il est là. Voilà. Alors, un graphique du GBP USD, deux grosses résistances horizontales à passer, en effet. Moi je vois ça comme deux objectifs de cours, on va dire. Alors en effet, on a un mouvement, on a des... Bon bah c'était... Voilà, hein, c'est intéressant de voir qu'on a passé le nuage. Moi j'aurais tendance à viser ça aussi. 1,4668. Bon, on a les mêmes niveaux, hein. 1,4668 si le marché confirme, comme il semble être parti de le faire, le breakout des 1,44 $. Alors bonjour Thomas, donc oui, on organise comme le dernier vendredi de chaque mois une conférence vendredi prochain. Alors je vous redonne le lien avec tout le programme. En plus, la conférence s'ouvre sur une formation de 2 heures à ce qu'est la fameuse monnaie hélicoptère par le chef économiste BNP Paribas Cardiff. Donc là, vous allez avoir un professionnel aguerri, un économiste, qui va vous expliquer concrètement comment la Banque centrale peut passer à l'étape supérieure en donnant directement
de l'argent via la planche à billets aux consommateurs. Et je pense que moi aussi je vais apprendre beaucoup de choses. Donc conférence en ligne, voilà le lien pour vous inscrire. Alors c'est aussi une conférence où vous allez découvrir par exemple AlphaZone. Vous suivez peut-être ce compte, ils sont très visibles via Twitter, avec de l'info de pro, parce que ce sont des gérants en poste qui diffusent de l'info. Voilà, moi je reviendrai sur ma méthode de day trading sur compte réel. Donc concrètement comment je vais faire, je vous le montre. Voilà, vous êtes ici sur le FXM Trading Analytics. Je mettrai mon numéro de compte, mon mot de passe, et là la transparence totale. Il y aura tous les chiffres, les bons et les moins bons. On va pas se cacher. Et ce que je vais tenter d'expliquer surtout, c'est qu'il y a eu des mauvaises phases de day trading. L'idée c'est de comprendre pourquoi. Et vous allez voir vendredi qu'il y a une raison qui revient dans 90% des cas. Et c'est pas forcément lié à l'analyse, mais c'est davantage lié à des paramètres de trading. Mais ça, on en reparlera vendredi. Bref, en tout cas, la conférence, c'est donc vendredi prochain à partir de 9 h avec donc tout d'abord Mathieu Muchery, directeur des études économiques de BNP Paribas Cardiff. Alors, GBP NZD. Ok, de rien, Thomas. Euro AUD. Alors, je réponds aux deux questions sur l'euro AUD et le GBP NZD. Je vois pas d'autres questions sur le FX, mais n'hésitez pas. Si j'en vois pas d'autres, je vais passer aux indices boursiers. Alors, euro AUD. Alors là, que puis-je vous dire sur l'euro AUD de vraiment intelligent? J'aurais tendance à dire que on a un superbe avalement baissier, c'était la première semaine du mois d'avril. Qu'on est toujours sous résistance. Regardez en cours de clôture, la résistance là à 1,47 elle est parfaite. Donc sous 1,47 ça va être difficile d'être haussier. Voilà, hein. C'est un niveau de résistance 1,47, toujours en weekly chart. Donc sous 1,47 je reste plutôt baissier et avec à terme un objectif vers 1,4350. Hein. Voilà. Donc soit un 47 plutôt baissier. Peut-être un bémol sur le plan du momentum, mais non, ça va être compliqué d'être de toute façon autre chose que baissier. Par contre, la seule résistance vraiment vendable, c'est un 47. Le GBP NZD. Ça tombe bien, j'ai un graphique. Alors lui, il se reprend, mais c'est du fait du GBP. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il y a de la force sur la livre sterling. Et c'est probablement pas terminé. Et de tous les arguments techniques aujourd'hui que j'ai relevés, c'est surtout le croisement des retail short position sur le câble au-dessus des longues retail position. Et ça, c'est la première fois depuis le mois de janvier. Le câble, c'est la référence pour la livre sterling. Donc je ne suis pas surpris de voir le GBP-NZ démonter. En plus, aujourd'hui, le RSI D1 du GBP-NZD dépasse 50 pour la première fois depuis novembre dernier, tout simplement. Donc là aussi, c'est fort. Donc, on tente de sortir par le haut d'un canal. La cassure haussière sur le GBP-NZD, elle a été faite en fait vendredi dernier. Probablement d'abord à cause de ce kiwi qui m'a malmené, et puis et aujourd'hui du GBP. Donc, là où ça peut repartir, il y a du potentiel, je sais pas, remonter chercher 2,15. À remonter chercher 2,15. Et typiquement, si on sort par le haut de ce canal, l'invalidation c'est le point bas du chandelier du jour, donc 2,0963, du fait de la livre sterling. 2,0963 en premier support, pour remonter chercher des niveaux de prix que vous pouvez vous-même tracer en données journalières, des résistances horizontales, voilà. Mais donc voilà, aujourd'hui, si la clôture D1 est favorable, il y a quelque chose de vraiment positif, parce qu'en fait, c'est carrément la sortie par le haut d'une compression de momentum ici. Donc le chartisme appliqué au momentum, quelque chose comme ça, voilà.
un triangle. Donc c'est pas mal. Voilà. Euro GBP. Ensuite on fera des indices boursiers. Euro GBP c'est baissier, mais c'est la livre sterling qui est forte. Le RSI a cassé 50, donc c'est l'inverse du. Je pense qu'on va baisser vers 0,77 à peu près. 0,77. C'est le sterling qui est acheté. Donc tout ça, ça va vraiment dans le sens de la force retrouvée de la livre sterling. Mais voilà, c'est propre. Ok, on passe aux indices boursiers maintenant. Alors, les indices boursiers. Le marché US fait beaucoup parler de lui et c'est normal. Ça fait 2 mois que ça monte et c'est presque un rallye haussier. Là pour le coup, c'est un vrai rallye. On est parti du 11 février à 1800 points et nous voilà proche des sommets historiques. Alors déjà, il y a des raisons liées aux entreprises, hein. Les résultats trimestriels sont bons, surtout sur le plan de la profitabilité, mais il ne faut pas se cacher. Avant tout, la remontée de Wall Street, c'est la réserve fédérale. C'est-à-dire que la chute de Wall Street depuis mi-décembre jusqu'à début février, c'était la Fed agressive. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Le point haut du S&P 500 en décembre, c'était lorsque la Fed a relevé ses taux. Et dès que la Fed a commencé à modérer ses ardeurs, et dès que le marché s'est mis à reporter dans le temps le cycle haussier de la Fed de ses taux, hein, c'est reparti en hausse. On a fait un superbe double bottom sur 1800 points, on a cassé la ligne de coup, et on est remonté tranquillement. À chaque fois qu'on pense voir des divergences baissières, ça baisse une séance et ça remonte. Et les indices US ont cette faculté d'épurer les divs en continuant de monter, donc ça fait même pas des ranges, ça juste ça monte moins vite. Maintenant, euh, pourquoi est-ce qu'on en parle tant? Parce que la proximité des sommets historiques, forcément, et après 2 mois de hausse, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est la fin. Alors, forcément, on est plus proche de la fin que du début. Y aurait-il des raisons de voir le S&P 500, le Dow faire de nouveaux sommets historiques? Je ne le pense pas. Ça fait 2 ans qu'on est dans un range entre 1800 et 2130. On peut très bien rester durablement dans ce range. Maintenant, est-ce qu'on peut précisément remonter chercher 2130? Écoutez, là aussi, ça va dépendre de la Fed. Si mercredi, le communiqué il est dovish, s'il porte l'empreinte de Madame Yellen et de son camp, le dollar US sera sous pression et pourquoi pas envisager un incrément marginal de hausse pour les indices US. On verra. Pour l'instant, le marché n'a pas cassé de support. MM20 arrive au contact des cours. 2075. Par contre, peut-on envisager une stratégie d'achat sur ce premier support? Franchement, pas pour moi. Autant je ne serais pas baissier parce que c'est pas un marché à shorter. Pas tout de suite en tout cas. Par contre, on ne peut pas acheter au niveau actuel des cours. Même le premier support. C'est pas possible. Enfin, vraiment beaucoup trop mal à l'aise par rapport au prix qu'a atteint ce marché. Donc voilà, c'est mon opinion. Plutôt concentré sur les marchés européens. Alors justement, le DAX en données horaires et en données 4 heures. Ça fait 2 semaines qu'on monte en Europe. Le marché respire. Et respire, je dirais, de la façon la plus... de la meilleure des façons, une espèce de petit range légèrement descendant. Le DAX ici en weekly, première semaine d'avril, avalement haussier. La semaine dernière, cassure des 10 100 points. Donc tout ça c'est haussier. Mais après on a rapidement fait des objectifs de cours. Voilà, on a le canal principal du DAX. On a basculé ce matin sous les 10 322. On est revenu chercher le niveau. Maintenant on se maintient en dessous. J'ai le sentiment qu'on attend peut-être quelques moyennes mobiles. Par exemple ici vous avez la moyenne mobile à 50 x 4 heures. Mais aussi probablement un dégonflement un peu plus fort du RSI. En tout cas, c'est l'indicateur que j'utilise pour représenter le momentum du marché. Donc l'idée c'est de laisser ce marché consolider. En swing, dans le meilleur des mondes techniques possibles, un pullback sur 10 116 ce serait parfait. Reste que le marché ne fait pas forcément les points parfaits. Au niveau actuel des cours, alors qu'on est en pleine phase de transition, de dégonflement de momentum après 2 semaines de hausse, j'ai le sentiment qu'on est un peu au milieu de nulle part. À savoir sur les prix entre 10 116 et 10 500. Et le RSI H4, eh bien, il est égal à 50. Donc là, ça va avoir du mal à vous donner une stratégie lorsqu'on ça vaut 50. Parce que c'est l'équilibre des forces sur les 14 fois dernière période de 4 heures.
que le marché temporise. Voilà. Alors, je regarde d'autres indices. Le FTSE, le CAC. Alors, j'ai pas d'autres. Voilà. Les matières premières maintenant. Et ensuite vos questions. Ah, vous savez, le principe, c'est pas que qu'on se force à donner des points, hein, des stratégies. Hein. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Le gold, c'est un peu comme l'euro-dollar. C'est-à-dire que le 21 avril, il tente de sortir par le haut d'un triangle et nous fait une mèche haute pas possible et le réintègre. C'est à peu près ce jour où l'euro-dollar a subi l'impact du CSPP de la BCE. Et derrière, donc, des scénarios de chute libre se sont développés. Sauf que pour l'instant, ils sont mis à mal, notamment sur le gold, qui tient son tout premier support. Il n'empêche, ça reste parfaitement neutre. Et là, nous sommes plus ou moins au cœur de ce triangle qui reste la figure que construit le marché depuis le début du mois de mars, avec toujours un RSI D1 qui oscille autour des 50, mais qui ne bascule pas en dessous. Première réaction ce matin du support. Dans l'idéal, acheter le bas du triangle, c'est ce qu'il faut faire. Le tout premier support, par contre, agit. Donc là, je suis neutre dessus, mais je pense qu'il y a toujours derrière vraiment un risque de voir ce marché un jour bien remonter, mais aussi cette semaine, ça dépendra de l'USD. De toute façon, cette semaine, il y a tout plus ou moins qui va dépendre du dollar US. Le pétrole, ce qu'il fait est juste parfait. On a eu un pullback alors qui n'a pas été millimétré, mais on a fait 42,79 et le signal d'achat a été donné la semaine dernière par la cassure des 42,39. Et ça relance, ce qui explique d'ailleurs la force de l'art canadien. Ça fait environ 3 séances qu'on se maintient au-dessus des 41,90, 42, donc on est en train de consolider avec le temps qui passe le signal positif que le marché a donné 2 jours après l'échec des négociations à Doha. Donc ça c'est intéressant. Je vais passer en H4 pour voir s'il y a une forme particulière de la reprise. Ça peut toujours être un espèce de drapeau, mais en fait c'est rien du tout. Quoique si, pourquoi pas, un espèce de drapeau. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on redépassera les 44-46, le plus haut de la semaine dernière, on ira chercher des cibles qui sont plus hautes. Moi, la semaine dernière, c'était la cassure technique que j'ai retenue. Hein. Et je pense qu'on peut aller chercher 46 $, ici sur le pétrole. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur les marchés si on ne souhaite pas s'exposer au CFD US Oil? D'ailleurs, jetez un œil aux expirations des contrats CFD FXCM. Il me semble que cette semaine, il y a notamment Lucas Oil et le N-Gaz. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire de votre côté en vous référant à la fiche information produit des CFD qui est sur le site de fxm.fr. On pourra le faire ensemble si vous voulez demain dans le Commodities Market Report. Mais faites attention si vous avez des positions ouvertes. Le principe d'une échéance, c'est que vous n'avez pas le choix. Le jour de l'échéance, la position, elle est clôturée. Le cuivre, toujours bien orienté. Je pense qu'on peut aller chercher 2,39. Bon, le gold a tenu son premier support, mais ça reste quand même dans le range. Et l'argent tient aussi son tout premier support à 16,72. Donc, lorsque moi je regarde l'argent et l'or, c'est plus un raisonnement vis-à-vis du dollar US, où je me dis qu'il y a quand même des scénarios d'une baisse cette semaine du dollar américain. Mais c'est pas acquis, mais voilà. Et je rapproche ça aussi de la force de certaines paires en doll, comme le câble, mais pas seulement. Et puis donc l'euro-dollar aussi, qui peut redépasser un 12,60, même si c'est pas fait, il peut revenir chercher un 13. Ça deviendrait vraiment intéressant au-dessus d'un 13. Et l'USD4 toujours sous sa première résistance. Alors maintenant je vais répondre à vos questions en affichant ce graphique du pétrole. Alors, peut-on rester exposé sur le GBP USD pendant la Fed? Moi j'ai toujours tendance à dire que bon, les trades, les swings et day trades se réalisent en amont de la banque centrale. Après, tout est une question de gestion du risque, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir caissé une partie ou avoir fortement diminué le volume, donc casser une partie avant la banque centrale, ou être en fort gain latent, ce qui fait que la position n'est pas mise en risque par le risque de volatilité. Bon, ça dépend en fait. Je dirais que pour savoir si on peut laisser une position ouverte au moment d'une banque centrale, soit on raisonne simplement, on se dit non,
soit on raisonne différemment en étudiant en détail les caractéristiques de la stratégie. Est-ce qu'elle est ouverte depuis longtemps? Quel est son volume? Quel prix? Qu'est-ce qu'on vise? Quel stop? Et voir si la volatilité potentielle peut la malmener. Donc, malheureusement, la réponse, elle peut être simpliste, mais elle peut être aussi très complexe. Après, moi, ce scénario du GBP USD, remonté à 1,4668, ça peut être fait avant la Fed, hein. On est lundi. Aujourd'hui, ça monte de 100 pips. Ça peut bien en gagner 160 de plus avant mercredi 20h. Et à ce moment-là, si on s'approche des 1,4650, 1,4668 juste avant la Fed, peut-être que là, il y aura le bon timing pour encaisser. On peut aussi voir les choses comme ça. La fenêtre d'intervention, c'est peut-être justement lundi, mardi, mercredi. De toute façon, jeudi avec la Boge, mercredi avec la Fed à 20h, mieux vaut day et swing trader entre aujourd'hui et mercredi 19h59. Peut-être même 19h30. Voilà, donc les autres questions. Ilienne, bonjour Vincent. Rodol peut-il casser les 1,1260? Il le peut comme il ne peut ne pas le faire. Regardez, on en est 4 heures, on en est à 3 chandeliers consécutifs, on est collé en dessous. Déjà, ce que nous dit le marché là, c'est que la résistance n'est pas agressivement vendue. Non, on aurait déjà coulé. Elle n'est pas dépassée non plus. Mais en fait, c'est pas réellement la bonne résistance. Même si c'est l'ancien support weekly, j'aurais tendance à prendre le point bas en cours de clôture du chandelier H4 de réaction à l'annonce du CSPP. Et c'était 1, 12. C'était cours de clôture, c'était quoi? C'était un 13. Voilà, un 13. Là par contre, repasser un 13, ce serait vraiment un signal positif. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc on attend, on surveille. Alors, question de la part de Saïd. Si la décision de la Fed fait remonter le dollar US, est-ce que cela peut faire chuter le gold? Tout à fait. Si le dollar US faisait le choix de double bottomer, permettez-moi cet abus de langage, de faire un double creux sur 94 points sur le DXY, on aurait à ce moment-là le scénario d'un creux, donc d'une remontée du dollar US, et forcément, même le gold retomberait, pas forcément fortement, parce que cette année c'est différent pour l'once d'or, mais peut-être qu'il irait faire un retour sur son énorme support moyen terme à 1200. Mais pour l'instant, bon, je trouve que ce dollar US, même s'il tient son support, a quand même du mal. De toute façon, pour moi, la ligne de coup, la ligne d'activation du double creux, c'est 95, bah c'est simple, hein, je prends le point bas là du 11 février 2016 sur le DXY, ça fait 95,20. Si on dépasse ce niveau, ok, mais en dessous, j'ai vraiment du mal à proposer un scénario fortement haussier sur le dollar US. Et j'aurais même plutôt tendance à continuer de chercher les résistances pour le vendre, ce dollar US. Alors après, forcément, il faut être un peu habile. Les véhicules ne sont pas communs, ça change, c'est rapide. 2-3 jours, c'est AUD-USD, NZD-UST. 2-3 jours après, c'est le Rodol. Puis 48 heures après, c'est le câble. Bon, il faut une rotation, j'ai pas dit que c'était facile. Aujourd'hui, typiquement, c'est le câble. Hein, beau gap haussier. Moi, je serais même pas surpris. Non, franchement, est-ce qu'on peut taper un 46-68 avant la fête? C'est possible. Même très, très possible. Oui, un 46 avant la fête, ouais, je pense que c'est possible. Le cuivre. Et de toute façon, il faut que je cède la parole parce que je sens que sinon, de toute façon, on va me couper la parole. Il y a le webinaire sur les positions des banques dans 5 minutes. Le cuivre, je vous confirme le scénario que je vous ai proposé la semaine dernière. Objectif 2,32, donc toujours pareil. Objectif 2,32, premier support 2,22,70. Toujours bien orienté. Hop là. Voilà, on va repasser sur le FX. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir participé et d'avoir posé des questions. La prochaine émission, c'est tout de suite.
sur la live trading room. Donc vous avez simplement, attendez juste 30 secondes et faites F5 et vous allez basculer sur le webinaire sur les positions des banques. Moi j'ai déjà regardé les positions des banques sur le marché sur l'euro-dollar, c'est du 50-50. Il y a des banques qui visent 1,07 et il y en a même une qui vise 1,18. Et des banques qui visent 1,07 et d'autres qui visent 1,18, c'est exactement le débat que je vous ai proposé tout à l'heure sur le dollar US. Soit une figure de creux, soit une figure de continuation de la tendance baissière en place depuis le début de l'année. Donc c'est cette semaine que le dollar US fera son choix technique et qu'à ce moment-là, la moitié des banques prendront leurs pertes et l'autre moitié ses gains. Allez, bon webinaire et à demain donc dans le Good Morning Euro Dollar.